Vous êtes sur Sud Radio, il est 13h03. Nous allons discuter, échanger, partager des avis, des informations sur la tragédie agricole, la énième tragédie agricole, celle la porte sur évidemment cette épidémie de dermatose. Nous attendons la présence de Bertrand Vantaux, qui est sur le terrain, bien entendu, je le suppose très mobilisé, qu'on va avoir en direct, le président de la coordination rurale. Mais nous avons en studio, à côté de nous, un témoin un peu original, qui est la journaliste Noémie Alioua, reporter au Journal du Dimanche. On connaît Noémie surtout pour ses prises de position, ses enquêtes, ses études sur l'antisémitisme, le racisme, la tragédie du Proche-Orient, et elle est allée, avec cet œil neuf, cet œil un petit peu extérieur, Noémie est allée dans l'Ariège, elle est allée voir l'élevage qui a été euthanasié l'autre jour, et Noémie témoigne de la détresse, de la souffrance. Justement, avec son œil extérieur, elle n'est pas justement impliquée, j'allais dire, dans les enjeux, parce que quand on est journaliste et qu'on va voir cette situation, on a envie de prendre parti. Et Noémie nous apporte un témoignage très émouvant, très bouleversant dans le JDD. On va en discuter avec elle. Noémie, vous êtes restée combien de temps sur place en Ariège ? Je suis restée 3 jours sur place et je suis partie assez tôt. Et c'est ce que je vous racontais juste avant le début de l'antenne, c'est que tout part de Sud Radio. Parce que c'est sur Sud Radio, dans l'émission de Valérie Expert, que j'ai fait une chronique la semaine dernière, un petit peu, disons-le, par hasard, envoyant simplement une dépêche AFP qui raconte un affrontement entre 300 gendarmes et des paysans qui se battent pour défendre leurs vaches. Et donc je vois simplement cette actualité. À ce moment-là, il y a très peu de médias qui en parlent, ou en tout cas surtout des médias régionaux, des médias locaux. Je me dis quand même, cette histoire est incroyable, des hommes qui se battent pour leurs vaches et qui affrontent des gendarmes. C'est-à-dire qu'on a à la fois des gens qui nous nourrissent, qui affrontent des gens qui nous protègent. Et donc cette image terrible me surprend et je me dis je vais faire ma chronique là-dessus chez Valérie Expert parce que c'est quelque chose d'intéressant, et donc je commence à m'y intéresser comme ça, c'est vrai, de façon un petit peu hasardeuse, dans la mesure où vous avez raison de le préciser, c'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais malgré tout comme de nombreux journalistes, je m'intéresse à l'état du pays, et surtout disons-le, j'ai le cœur brisé quand j'entends les premiers témoignages des gens qui nous racontent ce qu'ils vivent. C'est humainement c'est douloureux, et donc en tant que journaliste on a simplement envie de leur donner la parole. Et donc, dans cette affaire, je ne suis même pas actrice ni témoin, simplement je leur tends le micro, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ces 2 pages dans le JDD. Vous avez touché du doigt et des yeux et par la parole des hommes et des femmes en souffrance qui se battent pour préserver un patrimoine. Ils ne sont absolument pas responsables de ces dégâts sanitaires. Il y avait des précédents avec la grippe aviaire, on a vu des agriculteurs, des éleveurs se battre, la population s'interposait entre les forces de l'ordre et les élevages de canards, et c'est la population qui a gagné le ministre de l'Agriculture, et l'État avait dû faire marche arrière. On n'avait pas finalement euthanasié ces élevages de canards touchés par la grippe aviaire parce qu'ils ne l'étaient pas contaminés. C'est le principe de précaution qui est mis en cause. Là, ce sont des bovins, c'est un élevage de vaches, on a plus de liens avec une vache qu'avec un canard, il y a plus de relations humaines, certaines donnent de prénoms. Certains gendarmes, certains policiers ont dit, nous, ça nous fait mal au cœur, ils ont témoigné de façon discrète, mais ils ont témoigné, ça nous fait mal au cœur de devoir rétablir l'ordre et de nous affronter à des gens qui représentent un peu nous-mêmes. C'est une certaine idée de la France que l'on est en train d'attaquer quand on attaque ces gars. C'est une situation dramatique, terrible et douloureuse, et vous avez raison aussi de préciser et de rappeler le lien qui unit les paysans à leurs animaux, parce que beaucoup de gens qui vivent dans les villes, et moi aussi, on n'imagine pas ce que ça peut représenter, ce lien affectif, parce qu'on se dit finalement leurs animaux vont à l'abattoir, ils sont destinés à mourir, à être mangés, à être transformés en steak haché, et donc par définition il n'y a pas de lien qui se crée, c'est d'instinct ce qu'on peut imaginer quand on ne connaît pas le monde rural. Et ça fait partie des choses que j'ai découvert en allant discuter avec ces gens, parce que vous avez raison de le rappeler, ils leur donnent des noms. Ces vaches, ces animaux, ils ont des caractères, ils ont des personnalités, ils en prennent soin, ils se lèvent à 4, 5 heures du matin pour les soigner, pour s'occuper d'elles, ils se lèvent la nuit pour savoir qu'elles vont bien, ils les font accoucher, ils les accompagnent tout au cours de leur vie, tout en sachant qu'elles sont destinées ensuite à terminer dans notre ventre, à être mangées. Mais malgré tout, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est étonnant quand on vient de l'extérieur, c'est de découvrir ce lien affectif qui existe entre les éleveurs
et leurs bêtes, et leurs vaches, et leurs veaux. Alors là, vous étiez sur l'élevage d'Ariège. J'étais dans le Doubs, oui. Dans le Doubs et dans le Jura. C'était juste avant je suis partie en fait juste avant l'affaire de l'Ariège. C'était celui qui a défrayé la chronique. Vous êtes allé dans le Doubs et dans le Jura. Vous avez rencontré le même genre de situation, le même genre de souffrance ou non? Oui, exactement la même chose, les mêmes revendications, d'ailleurs assez contradictoires, parce que par définition, une corporation n'est pas non plus un parti, et des gens peuvent avoir des idées différentes. Certains, par exemple, réclament une vaccination totale du cheptel, d'autres réclament un abattage qui soit partiel et qui ne soit pas total. Il y a des revendications diverses. On va avoir un patron de syndicat. Les syndicats eux-mêmes ne sont pas tous d'accord, on le sait là-dessus. Mais ce qu'il y a de commun quand vous traversez la France et que vous écoutez ces paysans, c'est l'amour de la nature, l'amour des bêtes et le sentiment de mépris social. Il y a un vrai sentiment de mépris social. Ils le vivent comment, justement? Ils se sentent méprisés par l'État, ils se sentent déconsidérés, ils ont l'impression qu'on n'est pas conscient de l'ampleur de la tragédie qu'ils vivent, oui, et certains se résignent ou... Totalement, il y a un sentiment de mépris social qui est terrible, et ça se cristallise autour de la figure de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui est très critiquée. Et il n'y a pas un paysan que je n'ai pas rencontré qui ne m'a pas parlé de deux choses, la ministre de l'Agriculture et le Mercosur. Ce sont deux choses qui reviennent toujours dans la conversation, qui sont considérées aujourd'hui comme, pas comme des amis, mais en tout cas comme des figures qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Voilà, je crois qu'on a Bertrand Vantaux en ligne. Est-ce que vous nous recevez, bonjour. Bertrand Vantaux? Oui. Bonjour Bertrand Vantaux, merci d'être à l'antenne de Sud Radio. Je suppose que vous êtes sur les terrains en première ligne, confrontés à la colère et à la souffrance des agriculteurs, des agricultrices, des éleveurs. Où en est-on aujourd'hui, à l'heure qu'il est, dans l'évolution du conflit? Est-ce que vous sentez de la part du gouvernement une éventuelle possibilité de faire une pause sur l'euthanasie systématique des élevages? Je sens pas, honnêtement, je sens pas la ministre de l'Agriculture à vouloir lâcher. C'est pour ça que on a interpellé le Premier ministre pour qu'il vienne régler ce conflit-là. Je la sens pas lâcher parce qu'elle est tellement tenue par le réseau FNSEA qu'elle veut pas évoluer. Et elle a tort de pas vouloir évoluer parce qu'elle peut encore se rattraper et éviter l'abattage par principe de précaution d'animaux qui sont sains et déployer la vaccination. C'est ce qu'elle doit faire le plus rapidement possible. Comment vous expliquez cette collusion entre la FNSEA? Vous allez me dire, elle est ancienne, la cogestion de l'agriculture française par la FNSEA, quand c'était pas la FNSEA qui désignait elle-même le ministre de l'Agriculture. Mais là, aujourd'hui, on comprend pas pourquoi la FNSEA, c'est des éleveurs. Ils sont en totale phase avec cette logique d'abattage systématique. Il n'y a pas un débat qui s'est ouvert au sein de la FNSEA elle-même? Je crois qu'il y a des problèmes entre la base et le haut du réseau qui est un peu déconnecté. Après, ça, c'est des histoires qui les concernent. Moi, je ne veux pas me mêler de leurs histoires. En tout cas, c'est sûr, c'est que la base doit être dessus. Mais il y a des intérêts financiers qui doivent nous échapper et c'est vraiment un sujet. Et donc, vous considérez que la ministre est à l'écoute, qu'elle se fait quasiment dicter son comportement par la FNSEA? En fait, elle se fait dicter son comportement par la FNSEA, par la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire, et elle a également de très très mauvais conseillers. Ça se sent qu'elle est très mal conseillée par des gens qui n'ont pas l'approche de vétérinaire qu'il faut. Elle a besoin de qualifier ses conseillers, c'est elle qui doit trancher et d'arrêter d'écouter ses conseillers. Elle doit nous écouter, elle doit écouter la profession agricole qui demande la vaccination et l'arrêt des abattages d'animaux qui sont sains. C'est une catastrophe pour les éleveurs, ça va être une catastrophe pour la filière viande, c'est une catastrophe pour la balance commerciale de la France et ça donne une très très mauvaise image à l'international et au niveau européen de ce qui est fait aujourd'hui en matière politique sur la DNC en France. Bertrand Vantaux, quel est l'argument majeur sur l'euthanasie, l'abattage obligatoire et systématique de la totalité du troupeau? Qui professe cette vision de la situation? En fait, c'est une interprétation de la réglementation européenne qui est franco-française et qui est basée sur le principe de précaution. Donc, en fait, vous regardez ce qui se passe très honnêtement en Italie ou en Espagne, l'approche n'est pas du tout la même. On nous dit c'est l'Europe. Non, ce n'est pas l'Europe. C'est l'application franco-française. Alors là, c'est sur la DNC, mais je vous rassure, sur la tuberculose, c'est exactement pareil parce que là aussi, il y a un carnage sans nom qui est en train de s'opérer.
Et vous avez le même problème sur l'approche des phytos, de la gestion de l'eau et des produits vétérinaires en France. C'est ça l'histoire, elle est là. Et le principe de précaution a tellement diffusé dans les strates de décision qu'on est un peu perdu. D'ailleurs, je vais vous dire, quand vous voyez le conseiller du président de la République qui est soulèvement de la terre, il devait dégager suite au salon de l'agriculture, il est toujours là. Donc ces gens-là sont ensemble et font que la France bientôt ne produira plus rien. Et surtout les bons produits de qualité qu'on avait qui faisaient l'emblème de notre gastronomie reconnue au patrimoine de l'UNESCO. C'est incroyable que, j'allais dire, ces enjeux, ces souffrances durent depuis des décennies. On a l'impression que chaque année, on repart à zéro. Il y a des promesses, il y a des engagements publics, gouvernementaux, et finalement, rien ne se met en place, ou si peu. En fait, quand on regarde sur la partie sur le monde agricole c'est structuré à l'époque du développement agricole autour de la FNSEA, de ses satellites, et tout le monde est contaminé, c'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture est contaminé et n'arrive pas à se remettre en question avec une approche plus pragmatique de l'agriculture. La composante, qui a aussi des syndicats qui ont progressé, qui ont apparu, et ils sont restés bloqués dans les années 60. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'il nous faut. Aujourd'hui, on a besoin de liberté pour les agriculteurs, on a besoin de détricoter ce qui nous encadre, ce qui nous entrave, et là il est temps d'écouter réellement la coordination rurale parce que on veut libérer l'agriculture française. Il faut vraiment que la ministre nous écoute et arrête de nous tenir à l'écart. Moi je l'ai rencontré la semaine dernière, j'ai pas un accueil magistral, et dès que la rencontre a été finie, l'assistante nous a dit bon, il est temps que vous sortiez quoi. Alors je trouve que c'est pas tellement correct avec le premier syndicat de France, sachant qu'on est capable de critiquer, de revendiquer, mais aussi de proposer, et on lui a fait des propositions, et il est vraiment temps qu'elle nous écoute parce que la colère grossit, et même si elle s'arrête peut-être pour le Noël et le 1er janvier, dont je ne suis pas sûr, il pourrait bien qu'au mois de janvier, ça reprenne de l'ampleur, mais comme on n'a jamais connu. Bertrand Vantaux, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants, on continuera à parler de cette crise agricole et surtout de la perception que les agriculteurs ont aujourd'hui de la diversité syndicale. Ils ont découvert qu'il n'y avait peut-être pas qu'une seule voix pour s'exprimer. À tout de suite, vous nous appelez au 0826 300 300, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous se sentent concernés ou sont sensibles à cette thématique, et on continue l'émission. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Bertrand Vantaux, président de la coordination rurale, qui est sur le terrain, et avec Noémie Aoulia, qui elle est allée voir dans le Doubs et dans le Jura des éleveurs. Maude Koffler, vous avez une question pour Bertrand Vantaux. Bertrand Vantaux, juste avant la pause, vous disiez que la colère des paysans, des agriculteurs pourrait prendre une ampleur qu'on n'a jamais connue, sachant que ça avait déjà pris une ampleur assez impressionnante ces 2 dernières années. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire que face à la mort qui est programmée et qu'on nous programme, on n'a pas envie de mourir en silence, et que pour nous, notre métier il est noble. Et on a fait ce métier-là pour être libre et pour pas être contraint, pour la plupart qu'on est. Effectivement, face à la mort, vous avez 2 choix. Soit vous la subissez, soit vous êtes en réaction. Donc aujourd'hui, il y a une vraie colère qui est en train de monter. Vous avez aussi une inquiétude des jeunes qui sont en établissement de formation, qui sont très inquiets, qui sont en train de nous rejoindre, qui nous rejoignent sur les mouvements ou qui font dans les lycées agricoles parce qu'ils sont inquiets pour leur avenir. Ils croient en l'agriculture, ils croient en élever des vaches, ils croient en faire pousser du blé. Et là, aujourd'hui, le message que leur envoie le gouvernement français est de dire vous n'avez plus d'avenir. Donc l'inquiétude est grande, elle est en train de gagner toute la société rurale qui est derrière nous. Et donc oui, effectivement, il y a une grande colère qui se lève et qui est silencieuse, mais qui se manifeste aussi sur des manifestations. Et je ne souhaite vraiment pas que ça soit hors de contrôle parce que c'est pas ma vision, mais il faut vraiment qu'on ait une réponse politique de la part de la ministre de l'Agriculture, mais je crois qu'elle n'a pas envie de nous répondre. Je crois que vraiment, je fais une fois de plus appel à Sébastien Lecornu, qui est notre Premier ministre, pour venir trancher ce dossier-là, qui est très, très, très compliqué et très lourd de conséquences s'il n'est pas tranché rapidement. Qui est allé sur le terrain. On se souvient de la conférence de presse devant la Motte de Paille. C'est lui qui a pris le dossier à bras-le-corps. Et bon, même si ça n'a rien donné, on avait quand même la dimension que c'est le sommet de l'État qui était consciente qu'il fallait faire quelque chose. Noémie Aoulia. Oui, j'avais une question juste pour vous, une question un peu technique par rapport à ce que vous disiez vis-à-vis de la ministre de l'Agriculture. Parce que, en fait, son argument à elle pour dire qu'elle est contre la vaccination obligatoire et totale du cheptel, c'est qu'en fait, ensuite, ça risque d'empêcher le commerce parce que le risque, c'est qu'on ne puisse plus ensuite commercer véritablement parce qu'on va se transformer en zone non indemne et ce sera le cas pour toute la France. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est-à-dire le risque, si la ministre décide d'accéder à votre requête, qu'on ne puisse plus ensuite commercer. Tout d'abord, il faut déclasser la maladie.
parce que c'est une maladie qui est classée A, donc on va déclasser, et là, après, on n'aura plus de problème. Et puis après, c'est des accords à négocier avec nos partenaires commerciaux historiques. Voilà, c'est pas très compliqué en fait. Il y a juste à déclasser la maladie et faire des accords bilatéraux avec nos partenaires historiques. C'est son travail de ministre. C'est un travail qu'elle a à faire avec ses conseillers. Si ça ne lui vient même pas à l'oreille d'avoir pensé à ça, c'est qu'il y a un problème. Je vous dis, elle est très très mal conseillée. Le déclassement consisterait, une fois qu'on a un cas de contamination dans un élevage, on isole cet élevage, on le confine, on abat l'animal contaminé et ensuite on suit l'évolution de la maladie dans l'élevage pour savoir s'il y a contamination ou pas, avant de passer à l'euthanasie générale. Il y a peut-être on peut faire peut-être des choses en 2 temps. Oui, après, il y a 2 choses. Il y a la partie des zones aujourd'hui qui ne sont pas touchées, qu'il faut absolument essayer de vacciner le plus tôt possible. Et il y a le traitement aujourd'hui de la maladie où les cas explosent et où effectivement, il faut regarder ce qui est possible en termes de dérogation pour pas abattre tout le cheptel. En plus, vous avez un sujet qui est très technique, c'est-à-dire que vous avez par exemple un lot qui est contaminé et l'éleveur aujourd'hui, les éleveurs sont en train de rentrer leurs animaux. Donc, vous pouvez avoir qu'un lot qui est touché avec 20 animaux, vous mettez tout dans le même bâtiment et vous avez vos 200 bovins qui sont contaminés. C'est ce qui s'est passé dans le Doubs, c'est ce qui s'est passé aussi en Ariège. Et là, vous tuez les animaux pour rien. Donc, il y a un vrai travail de fond à faire, de construction. Si la ministre est d'accord, mais il faut vraiment qu'elle se réveille pour épargner un maximum d'animaux et avoir une approche sanitaire qui est totalement différente et qui épargne aussi bien les éleveurs que leurs animaux. C'est un drame ce qui se passe. Aberration suprême, lorsque l'élevage est abattu, bien entendu la vache contaminée, l'animal contaminé, il va à l'équarrissage, il va à la destruction, mais on peut supposer que les bêtes abattues qui sont saines, leur viande est comestible et on pourrait les consommer. Or, tout est envoyé à la destruction. Oui, alors, contrairement à la tuberculose, où vous avez une partie des animaux qui partent, qui sont consommés, ben là, effectivement, ça part pas à la consommation. Mais en fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est une maladie qui est arrivée. Il faut prendre le recul nécessaire. Elle va certainement se disséminer, mais dans l'instant, ce qu'on utilise est, à mon avis, beaucoup trop brutal et met en péril la balance commerciale française, met en péril aussi des familles d'agriculteurs. Le principe de précaution ne fait que trop durer en France dans l'approche des maladies. Aujourd'hui, il faut prendre du recul, il faut agir, sauver un maximum de vaches, d'éleveurs, parce qu'on va en avoir besoin. Et l'approche n'est pas du tout la bonne. Il faut sortir de ce massacre organisé où on nous dit qu'il n'y a que 3000 animaux qui aujourd'hui ont été abattus, mais au final, quand ça va se répartir dans toute la France, ce qui risque d'être le cas, eh bien, vous aurez peut-être des centaines de milliers d'animaux, enfin, du moins des dizaines de milliers d'animaux qui vont être abattus. Regardez l'exemple de la tuberculose, on en fait tuer depuis 40 ans et ça n'a pas réglé le problème, la maladie est toujours là, et elle est maltraitée. Donc aujourd'hui, ben voilà, il faut que le protocole évolue. Il y a des revendications syndicales. Les ultras aussi ont fait des revendications. Ce soir, si la ministre ne lâche pas du lest, bon, ben c'est au Premier ministre de trancher ce sujet. Sinon, la France risque d'être bloquée, quoi. En temps, nous avons un auditeur de Sud Radio qui nous appelle, c'est Benoît, qui nous appelle de Montesquieu. Bonjour Benoît, vous êtes en zone agricole ou non? Bonjour. Vous êtes en zone agricole? Ah oui, en zone agricole, depuis 5 générations. Alors, et en faisant que de l'élevage. Que vous inspire cette situation, cette tragédie? Oh, ben la situation, on la vit aujourd'hui, on la vit très mal. Voilà. On a été défendre l'éleveur dans l'Ariège avec mon fils. On a pris des grenades, mais comme jamais. On a été pris vraiment comme des. Mais on n'a même pas de mots pour le dire. On a été repoussé, on a été. Enfin voilà. Bon. Mais aujourd'hui, on vit avec la peur. Voilà. Et puis c'est la peur, parce que si ça continue comme ça, alors bientôt en Occitanie, en France, mais il n'y aura plus une vache, quoi. Vous êtes toujours en activité, Benoît? Ah oui, moi je suis en activité, j'ai mes 2 fils derrière qui reprennent, mais je ne sais pas quoi leur dire, hein. Je vous dis franchement, je ne sais plus quoi leur dire. Hein. C'est un élevage? Voilà. Oui, élevage de limousine, ouais. Donc en race allaitante à viande, race à viande? Oui, en viande, voilà. Vous êtes dans le Tarn-et-Garonne, on n'est pas encore retouché, mais ça va venir, on le sait. Vous êtes affilié à un syndicat ou pas, ou vous êtes indépendant? Ah oui, c'est CR82. Bon voilà, on est des gens qu'aujourd'hui, on fait partie des fous furieux, mais on défend une cause. On est là pour défendre une cause, et puis on la défendra, parce que si ce soir, moi je vous dis franchement, la ministre, elle a rien à venir faire. Elle n'a pas à venir en Occitanie aujourd'hui. Si elle n'a pas des bonnes choses à nous dire, mais qu'elle reste à Paris. En tout cas, vous confirmez... Elle fait du massacre. Elle a du sang sur les mains, cette femme, aujourd'hui. Enfin, le gouvernement a du sang sur les mains.
Enfin, disons, façon de parler, effectivement. En toute manière, il sait qu'il est responsable et on sait bien que des mesures auraient dû être prises. Je vais en discuter avec Bertrand Vantaux. On suppose qu'on aurait pu prévoir cette tragédie avant et qu'on attend toujours que la catastrophe soit en place avant de prendre des mesures efficaces. En tout cas, Benoît, on vous sent très mobilisé dans votre territoire également. Il y a une mobilisation générale. Vous sentez que la prise de conscience est collective? Oui. Oui, on est très très mobilisés et puis je pense qu'on va surtout se mobiliser et ça va exploser. J'en ai peur, je vous le dis franchement, mais ça va exploser. On en est tous conscients et je pense qu'au gouvernement ils le savent aussi. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre Sébastien Lecornu a peut-être envisagé qu'on pouvait proposer, disons, un moratoire à l'application du Mercosur. Bertrand Vantaux, qu'est-ce que vous répondez à Benoît? Qu'il est dans le bon sens, évidemment. Il a compris. Vous savez, on est des gens qui travaillons, qui voulons qu'une seule chose, c'est travailler et sauver nos élevages. On est profondément respectueux de l'État, à partir du moment où il nous respecte. On a la trouille aussi, moi je vous le dis honnêtement, hein, j'ai vraiment la trouille que ça parte dans n'importe quoi et j'en ai pas envie. Et c'est là où on a besoin de politiques qui viennent nous rassurer, prennent des mesures d'urgence, traitent le problème rapidement. J'en appelle, je suis fatigué de me répéter, mais c'est au Premier ministre de prendre le manche, sinon ça va mal finir et j'en ai vraiment pas envie. J'aime la France, j'aime le métier qu'on fait et je trouve qu'on n'est pas pris en considération. Je vous promets que j'en ai gros sur la patate. Et on vit dans la trouille, moi je suis éleveur aussi, on vit dans la trouille que cette maladie arrive, et on en est prêt même à être obligé de mentir si on a la maladie pour pas faire battre nos animaux. Vous vous rendez compte ? Le président de la République a fait savoir qu'il soutenait les agriculteurs, qu'il était solidaire de leur détresse. Comment vous l'interprétez, ce message ? Oui, il nous soutient, mais enfin derrière, le Mercosur, il a signé. Donc il a dit non, jamais je signerai, mais il a signé. Non, je pense que Emmanuel Macron, vous savez, l'agriculture, ça lui importe peu, il n'est pas là-dedans. Peut-être qu'on a un espoir avec le Premier ministre, mais Emmanuel Macron, à la fin de ses mandats, c'est quelqu'un qui aime le libre commerce, qui n'est pas capé pour aller lutter justement sur les négociations commerciales, comme le fait Trump ou comme vers Poutine ou le président chinois. C'est-à-dire qu'il est très respectueux de l'OMC alors que les autres disent il y a des secteurs auxquels il ne faut pas toucher. Il n'a pas su protéger notre agriculture française. Il n'a pas de consensus au niveau de l'Europe pour nous protéger le Mercosur. Et aujourd'hui, ce qu'il envoie sur le Mercosur, c'est juste pour essayer de calmer la colère paysanne, en accord avec son ami Arnaud Rousseau. Mais ce n'est que ça. Je ne pense pas que Emmanuel Macron aime l'agriculture française. Malheureusement, j'aurais été heureux qu'il aime et qu'il nous défende corps et cri. Mais il n'est pas capé pour aller négocier au niveau international pour nous défendre, que ce soit la viande bovine, le cognac, tout un tas de productions dans les céréales. C'est mon avis et voilà. Et puis il est à la fin de son mandat, donc s'il n'y a pas de choses qui se passent pendant 12 mois, on va encore souffrir. Voilà. On entend votre colère, votre désarroi. Vous restez avec nous, on continue cette conversation. On appelle nos auditeurs à nous joindre au 0826 300 300 pour partager avec vous cette colère et cette détresse. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Bertrand Vantaux, président de la coordination rurale, récent président de la coordination rurale, qui est le syndicat qui est en train d'avoir le vent en poupe. La FNSEA est restée très longtemps avec un monopole de représentation. Et aujourd'hui, le monde agricole a compris que la diversité existait comme en politique. Il y a la Confédération paysanne, plutôt classée à gauche. La FNSEA, qui a co-géré très longtemps l'agriculture française, et dont on peut considérer qu'elle a une partie des responsabilités, des dégâts et de la détresse dans laquelle l'agriculture française aujourd'hui est plongée. Et puis il y a la coordination rurale qui existe et qui en tout cas aujourd'hui mène le combat. Bertrand Vantaux, ce que je dis, le monde agricole a compris qu'il fallait pas mettre tous ses œufs dans les mêmes paniers et que la FNSEA, qui a été entre guillemets le syndicat officiel très longtemps aujourd'hui, n'est pas le seul à savoir défendre la cause agricole française et qu'il y a même d'autres façons de se battre et d'autres revendications à porter qui sont très différentes de ce que la FNSEA a apporté depuis 50 ans. Oui, après aujourd'hui, la FNSEA est un syndicat de filière, il faut le savoir, donc était au service des filières, plus des fois que des paysans. Bon, il y a quelques différences, il y a quand même des gens qui étaient au FNSEA qui défendaient leur territoire et leurs paysans, mais c'était pas franchement ça. Aujourd'hui, elle a un pied à terre parce que elle a souvent dit oui, quoi. C'est-à-dire que
Ça, par exemple, je me rappelle d'une chose qui m'avait marqué. Quand Christian Lambert avait signé un accord avec WWF, déjà c'était mal parti. Et dans les négociations qu'on a eues sur les produits phytosanitaires, sur les produits vétérinaires, sur également l'accès à l'eau, en voulant compenser avec les écologistes et les décroissants, des fois, essayer de trouver un accord, on en est arrivé à des sujets comme Sainte-Soline. C'est-à-dire que vous avez mis 20 ans et à la fin, les écolos sont retournés contre vous et les agriculteurs qui pensaient être défendus par la FNSEA, en fait, se sont retrouvés piégés. La stratégie n'était pas bonne, il fallait refuser, il fallait dire non, on ne discutera pas avec les écologistes, c'est pas la peine, et ça n'a pas été fait. Voilà. Alors après, je suis pas là pour vilipender en permanence la FNSEA. J'estime qu'aujourd'hui on a des choses à proposer. Effectivement, on a un discours qui peut être dur, mais qui est en opposition avec ceux qui veulent nous avoir la peau et qui sont les décroissants. J'assume totalement ce que je dis. Voilà, c'est un changement de méthode, c'est un changement de paradigme. Et puis j'espère que ça va faire tache d'huile sur les politiques et dire, regardez, l'agriculture française ne veut pas mourir, les vrais sujets sont là, on veut continuer à pouvoir produire et en vivre. C'est un vrai sujet et aujourd'hui on doit le prendre à bras le corps. Et aujourd'hui, je dois bien reconnaître que c'est l'ACR qui le prend à bras le corps. Et puis je ne suis pas tout le temps d'accord avec la Confédération paysanne, on a de gros désaccords, mais sur la gestion de la DNC, comme quand il y a eu la grève du lait en 2008, il y a des sujets sur lesquels on peut se rassembler. Et on se rassemble aussi des fois avec la FNSEA. Je prends l'exemple des études HMUC, c'est un nom très barbare, mais qui étaient des choses qui nous entravent pour l'accès à l'eau, en particulier en Poitou-Charentes, où on s'est entendu avec eux pour avancer. Nous, l'important, c'est de défendre l'agriculture française, les paysans français, pour qu'on soit encore là de moins et qu'on souffle le moins possible. Regardez ce que fait l'Italie avec ses agriculteurs aujourd'hui, ou même l'Espagne. L'État, les régions, le tissu économique est derrière ces agriculteurs et ce qui permet de conserver de la production. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que l'État change la façon de nous approcher, soit à nos côtés, à nous défendre et qu'elle mette aussi un peu d'ordre dans ses services parce qu'il faut reconnaître qu'on a des entraves qui viennent des fois des fonctionnaires qui sont soit dans les ministères, soit dans les services déconcentrés ou soit dans les agences et les offices. Donc aujourd'hui, il y a un vaste chantier pour que l'État soit à nos côtés, change la vision des choses et il y a des économies à faire. Et surtout changer l'état d'esprit de fonctionnaires qui nous accompagnent pour nous simplifier la vie, pas pour nous entraver. Ce qu'ils attendent peut-être aussi, c'est que leur ministre fasse le travail nécessaire. Mais regardez ce qui se passe dans les conseillers des ministres. Ils sortent tous de la même école. Ils n'ont souvent pas connu le terrain et les territoires ruraux. C'est ce qui nous manque. Et regardez, on le voit pertinemment dans les conseillers sanitaires de Madame la ministre de l'Agriculture. C'est des gens qui ont fait des écoles vétérinaires, mais qui n'ont jamais été praticiens comme nos vétos qu'on a en campagne. Ceux-là, ils nous connaissent et ceux-là, on les respecte. Nos vétos-praticiens sont des alliés, mais ceux qui ont été issus et qui n'ont jamais connu la rurale et qui conseillent parce qu'ils ont fait une école vétérinaire, la ministre nous amène dans l'impasse dans laquelle on est. Faisons confiance aux paysans localement, aux vétérinaires ruraux, le peu qui reste, parce que c'est nos vrais partenaires. Ils sont à côté de nous et ils travaillent 7 jours sur 7, il n'y a pas de filet, et c'est nos vrais partenaires. Et ceux-là, on les aime. Il n'y a pas de sujet sur ça. Beaucoup d'adhérents de base de la FNSEA partagent votre avis, ils ne le disent pas publiquement, j'en connais, mais ils me disent effectivement aujourd'hui ce que la position de la coordination rurale devrait être en partie celle de la FNSEA. Maud Koffler. Bertrand Manteau, vous espérez un impact sur la société française, vous en voulez beaucoup aux politiques, Annie Genevard, Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu en première ligne. Le grand rendez-vous entre politique et agriculteurs et la société, c'est le salon de l'agriculture qui a lieu chaque année en février. Vu comme c'est parti, est-ce que vous, même si c'est symbolique, est-ce que vous ambitionnez de boycotter le salon de l'agriculture ? Déjà, vu comme c'est parti, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de bovins au salon de l'agriculture. Vous êtes toujours là, Bertrand Manteau ? Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Ça fait partie des réalités du direct. Je pense que vous êtes vous-même en contact avec vos amis, vos alliés, vos militants et que la situation est tendue. La prochaine étape, là, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a une entrevue prévue ? Alors, la ministre vient en Haute-Garonne. Est-ce qu'il y a une rencontre prévue ? D'abord, est-ce qu'il y a une intersyndicale ? Pour l'instant, même si la FNSEA n'y est pas, est-ce qu'avec la Confédération syndicale, vous pouvez envisager une démarche commune ? Et ensuite, est-ce qu'il y a un rendez-vous prévu en haut lieu ? Vous avez interpellé le Premier ministre. Est-ce que vous avez une réponse à cette demande, à l'heure qu'il est ? Alors, toujours aucun appel du cabinet du Premier ministre, ni même du Premier ministre. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas très compliqué pour avoir mon numéro. Moi, je n'ai pas le sien. Réfléchissez. Mais effectivement,
Ouais, il faut qu'ils réfléchissent vite, mais en tout cas, oui, on peut s'entendre effectivement avec la Confédération paysanne, avec une partie aussi de la base des FDSEA qui ont signé des protocoles avec nous. Les ultras en font partie. Il n'y a pas de sujet tant qu'on construit pour sauver l'élevage, il n'y a aucun problème. Voilà, il y a des démarches locales qui ont été construites en intersyndicale et c'est très bien quand c'est comme ça parce que la cause est juste et la cause mérite qu'on se rassemble sur des sujets dans ce style. Voilà, on n'est pas là pour s'entretuer non plus. C'est pas le but, on est tous paysans. Hein. Derrière vous, un beau paysage du Limousin. Vous êtes en Haute-Vienne, je suppose, là ou non? Vous êtes chez vous? Je vous écoute. Allez-y. Non, je voulais savoir quelle était votre activité à vous, personnellement. Alors moi, j'ai des vaches limousines, j'ai un associé et puis on a un salarié. Et, j'ai une centaine de vaches limousines en système naisseur-engraisseur, c'est-à-dire que en fait tout part pour la boucherie quand on a fini. Et c'est un beau métier, c'est un métier qui est dur, mais c'est un beau métier. Bon, hier soir j'ai eu un problème sur une vache. Ça s'appelle un renversement de matrice, voilà, plus le reste. Mais qu'est-ce qu'on est bien quand on est au milieu de nos vaches, hein. Je vous promets qu'on ne souhaiterait pas être engagé syndicalement, hein. On souhaiterait que tout aille bien, hein. Et parce que qu'est-ce que ça peut... Alors, on a nos ennuis, mais qu'est-ce qu'on est au calme quand on est au milieu? Et surtout, on a fait ce métier-là pour être libre. Et plus ça vient, plus on est entravé. Et moi, je veux pas ça pour les jeunes qui arrivent. Je veux qu'ils soient libres chez eux, qu'ils soient heureux d'élever leurs animaux, de faire des cultures, de faire des pommes. Faut desserrer ce carcan, c'est intenable. Déjà qu'on n'a pas, pour la plupart, de rentabilité. Si en plus on est contraint par du réglementaire, en fait, c'est les revendications de 2024, hein, elles n'ont pas été traitées. Elles n'ont pas été traitées. La DNC est le révélateur, mais ça n'a pas été traité. Les politiques ont dit oui, vous inquiétez pas, ça n'a pas été traité. À part la loi du plomb qui nous a amené un plus, le reste n'a pas été traité. Bertrand Vantaux, l'agriculture française cumule le record des promesses non tenues et des engagements non respectés. Nous sommes en ligne avec Paul. Paul nous appelle de Damazan. Paul, vous êtes touché par le mouvement agricole? Mais moi, je suis agriculteur, alors je salue notre président national, parce que moi, je suis adhérent à la CR47. Bien sûr. Donc moi, je suis rasé un petit village à côté de Damazan. Moi, j'ai 62 ans, donc je vois les choses avec une autre vision. Comme le dit Bertrand, moi, je voudrais me battre pour nos jeunes. Aujourd'hui, on est victime de trahison. On a créé des coopératives, c'est-à-dire la mise en commun de nos moyens de production, pour valoriser mieux, parce qu'il fallait plus de volume pour pouvoir attaquer la grande distribution, les marchés mondiaux et autres. Nos coopératives nous ont trahis, nous ont créé des coûts exorbitants en nous prenant la plus-value. On a des normes qui ne cessent de s'empiler, qui font que chaque fois, même si on ne veut plus investir, parce qu'on est en fin de carrière, on est obligé d'investir pour continuer à produire. Ils nous changent les normes, donc on est obligé de continuer à produire. On a énormément de difficultés à recruter des salariés. Moi, je fais des fraises, donc nous, on s'est remis en question, mais non sans mal, parce que dans les années 80-90, on sortait 3 fois par semaine pour aller vider des camions espagnols de fraises. On a fait des manifestations, on n'arrête pas. Le monde paysan est maltraité et méprisé. Quand on a la chance d'être autour d'une table, de pouvoir exprimer nos problèmes, on a l'impression qu'ils nous ont compris. Non, les hauts fonctionnaires reprennent la main derrière et ils font quand même que ce qu'ils veulent. Ils sont formatés et ils sont incapables d'empathie, parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je trouve dramatique, c'est de voir ces images de force de l'ordre face à des agriculteurs. Ça, c'est terrible. C'est la France qui travaille face à la France qui travaille. Nous, on respecte les règles. Et là, aujourd'hui, on se retrouve face à des CRS pour pouvoir continuer à faire notre métier. Est-ce que c'est légitime aujourd'hui en France d'envoyer des forces de l'ordre pour abattre les bovins? Est-ce que les forces de l'ordre n'ont pas autre chose à faire? C'est plus urgent. Paul, je disais au début de l'émission que des policiers, des gendarmes, ce sont pas officiellement, les policiers peuvent le faire par leur biais syndical, les gendarmes sont des soldats, mais enfin beaucoup d'entre eux témoignaient de leur écœurement de devoir pratiquer ce genre de forme de répression. Ils disaient: nous avons protégé les paysans à Sainte-Soline contre les ultra-gauchistes, et maintenant c'est nous qui sommes obligés de sévir et de réprimer un monde agricole, un monde rural des paysans dont nous sommes, souvent ce sont nos familles. En tout cas, nous nous sentons plus solidaires de la cause de ces paysans que de ceux qui nous donnent l'ordre de les réprimer. Qu'est-ce que ça vous inspire, Bertrand Vantaux? J'étais en Ariège et j'ai tout de partir avant le déploiement de force, mais j'ai eu le témoignage de mes collègues, ils l'ont très mal vécu. Alors l'argument de la ministre en disant il y a des black blocs qui étaient au milieu, ok, mais bon, les forces de l'ordre, elles savent reconnaître des paysans de black blocs, donc puis c'était pas la même mission. Je l'ai très très mal vécu. On l'a tous très mal vécu d'ailleurs. N'importe quelle tendance syndicale, on l'a très mal vécu. C'est rare qu'un gendarme dise: ça me fait mal au cœur de devoir réprimer des gens dont je partage peut-être la cause, ou dont je comprends le combat.
Non, mais c'est, je veux dire, sur le ministre de l'Intérieur, là, et le préfet, et je ne sais pas si la ministre de l'Agriculture a été assignée, ce qui s'est passé là-bas, mais ça a été, en vouloir autant à ces paysans, je ne sais plus ce qu'il faut faire, moi. Moi, je ne sais plus ce qu'il faut faire quand un pays s'en prend à ce qui permet de le nourrir. On parle de réarmement militaire, mais le réarmement agricole de la France, il est où? Il est où? Et si on rentre en guerre, on fait comment? Si ça continue comme ça, on produira même plus la moitié de ce qu'on doit consommer en France. Vous imaginez? On parle de réarmement militaire, mais on ne met pas les moyens sur la cause agricole. Je ne parle pas d'alimentaire, je parle d'agricole. La souveraineté, elle est énergétique, militaire, et elle est aussi au niveau de l'alimentation. Quand vous n'avez pas ces trois choses-là, vous êtes un pays qui est vulnérable. Et moi, je ne souhaite pas que la France soit un pays vulnérable. Et l'arme agricole est une véritable arme. Bertrand Vantaux, vous savez que les statistiques qui arrivent annoncent que peut-être pour la première fois, la balance du commerce extérieur de l'agriculture française sera en déficit. Nous aurons importé plus de produits alimentaires que nous n'en exportons. C'est quelque chose qui est très inquiétant quand même. C'est inquiétant, mais c'était prévisible parce que quand on n'a pas pu développer nos outils de production qui étaient des réserves d'eau pour s'adapter au changement climatique, quand on a été attaqué qu'une porcherie ne s'est pas faite, quand Sivens ne s'est pas fait, quand un bâtiment où il y avait des vaches laitières ne s'est pas fait parce qu'on a eu des oppositions, des entraves, eh bien tout ça, à terme, c'est du franco-français, mais nous a rendu a découragé nos paysans et a fait qu'on ne produit plus rien. C'est un facteur essentiel. Et aujourd'hui, pour inverser la tendance, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a besoin que tout le monde, État, collectivité, soit à nos côtés pour nous aider et pas nous entraver. Il faut qu'il y ait une simplification réglementaire, il faut qu'il y ait une simplification juridique. Il faut donner espoir aux paysans, il faut qu'ils se sentent soutenus. Aujourd'hui, vous voyez bien, les gendarmes ont été envoyés face à nous. Les paysans sont respectueux des forces de l'ordre. C'est des gens qu'on respecte parce que, pour nous, ils incarnent une certaine valeur. Et là, aujourd'hui, on n'a plus envie de les respecter par rapport à ce qui s'est passé en Ariège. Et c'est un problème. Hein. Et on sait que vous pourriez faire du mal. Bertrand Vantaux, vous restez avec nous. On va discourir pendant cette dernière tranche de l'écart entre écologie politique et écologie agricole. À votre avis, c'est pas forcément la même chose. À tout de suite, vous restez avec nous et vous nous appelez au 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas qui reçoit en différé Bertrand Vantaux, président de la coordination rurale. Nous sommes en train de débattre, de faire l'inventaire des tragédies agricoles qui bousculent la France. Et là, on est vraiment au cœur du sujet parce que la colère est immense. Bertrand Vantaux, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, le gouvernement sera contraint à faire preuve de bon sens et de raison et trouvera les moyens pour apaiser la situation? C'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite au plus profond de moi. C'est ce qu'on souhaite tous. Mais il faut qu'ils tendent la main, quoi. Il faut arrêter de rester bloqué. Il faut qu'ils prennent contact avec nous, qu'ils nous consultent et qu'ils prennent des décisions très rapides. En particulier sur la DNC. La DNC, c'est ce qui a fait exploser la situation. Mais il y a beaucoup de sujets à traiter qui n'ont pas été traités depuis 2024. Et aujourd'hui, c'est pas faire des grandes messes comme le grand réveil alimentaire qu'il nous faut. C'est agir et trancher. Voilà. Ils doivent faire des économies. Ils doivent mettre dans l'axe les fonctionnaires à nous aider, pas nous entraver. Je vous promets qu'au quotidien, qu'on soit syndicaliste ou président de chambre d'agriculture, c'est un enfer pour aller défendre nos paysans face à l'administration, des collectivités locales ou des agences d'État. C'est tous les jours. Moi, je reçois tous les mercredis, quand je suis président de chambre aussi, tous les mercredis, j'ai la journée complète à dépatouiller des problèmes où on entrave des jeunes qui ont voulu s'installer, qui n'ont pas eu droit à des aides parce qu'il y a une interprétation qui a été faite par un fonctionnaire et qui s'est trompé. Je vous promets, c'est épuisant. Le réglementaire nous tue. Hein. Jean-Jacques, qui nous appelle de Beaumont-de-Lomagne, dans un beau territoire entre Gascogne, Gévaudan et Quercy, en Tarn-et-Garonne. Jean-Jacques, vous êtes impliqué dans le monde agricole ou non ? Oui, bonjour Perico. Donc, je voudrais d'abord me remercier Sud Radio. Vous êtes le porte-voix de notre détresse dans ces temps obscurs. Et moi-même, je suis agriculteur, je suis producteur de céréales et éleveur de poulets. Et donc, on est toujours en grippe aviaire et on est toujours sous le joug et le risque de cette maladie. Donc, je pense que il y a une grande similitude dans le comportement du gouvernement. Au début, le gouvernement, comme on n'était touché que le Sud-Ouest,
Ils sont partis du principe que on ne pouvait pas vacciner à cause toujours de cette fameuse exportation. Et donc, c'était pas possible. La vaccination ne pouvait pas exister, tout ça. Mais quand, à un moment donné, les gros élevages de l'ouest de la France ont été touchés, ça a été l'affolement total. À partir de là, il a fallu vacciner tout le territoire, et notamment, bien sûr, les canards et les dindes. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a toujours un peu de grippe, mais c'est pas contenu, c'est assez contenu, disons que on fait très attention en termes de biosécurité, et à ce titre, je voulais dire que concernant cette biosécurité, je pense que le gouvernement, dans le cadre de la DNC, a pas fait correctement son boulot, parce que il a visé que les producteurs, les éleveurs bovins, et dans ce truc-là, il fallait bloquer aussi bien la circulation des équins que la circulation des ovins et caprins. Parce que quand on a eu la grippe aviaire, on a arrêté les foires aux oiseaux, on a arrêté les marchés, on a tout arrêté par rapport à ça. Et il fallait une biosécurité totale. Et je crois qu'elle n'a pas été correctement mise en place. Et c'est pour ça que je pense qu'on a le feu aujourd'hui. C'est vrai, Jean-Jacques, que la grippe aviaire a été traitée, on le voit après coup, n'a pas été forcément traitée de façon cohérente et courageuse. Et on s'est même quelquefois posé la question si certains n'avaient pas intérêt à ce que la situation s'aggrave pour éradiquer une forme d'agriculture proche des réalités. Bertrand Vantaux, aujourd'hui, la vaccination semble être une des solutions d'espoir. Un élevage qui est vacciné, mais pourtant 3 semaines avant que l'effet de vaccination, vous pouvez vous en tenir en disant non, une fois que c'est vacciné, arrêtons d'abattre un élevage qui a été contaminé. Bien évidemment que c'est ce qu'il faudrait faire. Alors tout le monde se cache derrière un règlement, mais c'est l'interprétation qu'on fait d'un règlement qui est importante. Aujourd'hui, ce qui s'est passé dans le Doubs n'aurait jamais dû se produire. Faut prendre du recul. Vous voyez ce qu'a dit mon collègue éleveur avant. L'approche sanitaire des maladies en France est une catastrophe, parce qu'elle est basée sur le principe de précaution. Et c'est là où on a besoin de changement de logiciel et de véritables épidémiologistes qui ont connu l'international pour venir conseiller nos décideurs. Parce qu'il y a un manque de charisme et il y a un manque d'ouverture. Tout le monde se cache à se protéger. Et à se protéger, on ne tranche pas. Et le rôle du politique, c'est de trancher, d'écouter effectivement, de consulter, mais d'avoir aussi de bons conseillers qui ont une vision globale, qui ont une vision mondiale et qui sont vraiment des vrais professionnels et qui peuvent orienter de façon efficace. Là aujourd'hui, quand vous avez en France, vous mettez un parapluie, un deuxième parapluie, un troisième, et en fait vous ne réglez pas les problèmes, et les problèmes continuent. Et quand les problèmes continuent, ils ne sont pas réglés. C'est à se demander, Bertrand Vantaux, si le principe de précaution, qui est un principe fondamental, important pour la santé publique, quelquefois n'est pas invoqué pour des raisons plus politiques qu'économiques, qu'il n'est pas souvent au service des lobbies plus qu'au service de l'agriculture. C'est à se poser la question. On ne jette pas l'anathème, mais en tout cas, on a de bonnes raisons de douter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne suis pas complotiste de l'âme, loin de là, mais quand vous regardez ce qui s'est passé, le principe de précaution a fait que la France et l'Europe sont de plus en plus dépendants, effectivement, de nations étrangères. On le voit. En l'exemple du gaz russe, vous pouvez. Il y a le lobby de la décroissance, le lobby de la croissance a infusé, et donc il a eu son résultat. Allez, on vous laisse de nouveau vous mettre sur silencieux et on reprend cet entretien avec vous, Bertrand Vantaux. Bertrand Vantaux, vous voulez dire que l'Europe ne vous a pas protégé, que la fameuse préférence communautaire qui était là pour garantir un marché commun intérieur à l'Europe, finalement tout ça c'est un leurre et que vous êtes exposé à une concurrence déloyale qui vous assassine ? Exactement, et aujourd'hui, on n'a pas de protectionnisme éclairé de façon européenne, donc c'est un vrai sujet. Là, je veux bien qu'on discute de la PAC actuelle comme elle est faite. C'est une PAC qui est basée sur le Green Deal. Donc le Green Deal, c'est une politique de décroissance, donc on ne peut pas s'en sortir. Aujourd'hui, ce qu'il faut sur les productions qui sont aidées par la PAC, c'est un soutien à la production. Quand vous produisez, vous avez une garantie de ne pas vendre à perte. C'est ce que prônait la coordination rurale en 92 en disant attention, on va être détricoté, on n'aura plus de soutien de prix, et avec ce soutien de prix, on va mourir parce que les aides à la surface qui ont été mises en place feront qu'on sera moins nombreux, qu'on ne gagnera plus d'argent, et c'est très dangereux. Donc aujourd'hui, il faut réinverser la politique agricole européenne et il faut qu'elle nous aide à produire et nous protège. Quand on n'est pas sur un marché qui est garanti par la PAC, il faudra qu'elle nous protège. Ce sont des secteurs clés. Les fruits et légumes en font partie. C'est des secteurs qui sont globalement pas aidés. Et sur tout ce qui est les autres productions, il faut vraiment qu'on ait protectionnisme éclairé. Quand on regarde ce qui se passe aussi bien en Chine qu'aux États-Unis, et pourtant qu'on n'a pas du tout la même politique, ils défendent fortement l'agriculture et leurs producteurs par des prix qui sont garantis.
consommateurs et aux citoyennes et aux citoyens qui doivent vous défendre. Maud Koffler. Bertrand Vantaux, je rappelle que vous êtes président de la coordination rurale. Demain, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, sera l'invitée de la matinale de Sud Radio. Si vous aviez une question à lui poser, ce serait laquelle ? Comment vous dire, quand est-ce qu'elle va prendre à bras-le-corps le problème de la DNC, arrêter de consulter, de trancher, parce que c'est urgent, et d'apporter une réponse qui correspond aux demandes des éleveurs sur le terrain. C'est la seule question que j'ai à lui poser, et qu'elle arrête de se cacher derrière des choses qui sont la réglementation européenne et tout. Son rôle de ministre, c'est de trancher, et c'est surtout d'écouter les 2 syndicats minoritaires qui nous demandent et qui pèsent plus de la moitié des voix aujourd'hui en France largement, et de nous écouter, voilà. Nous écouter sur la DNC et qu'elle tranche. Elle a été habituée à la cogestion, voilà, c'est comme ça, il faut qu'elle en sorte, il faut qu'elle nous écoute. Sinon, je ne le souhaite vraiment pas. Il va y avoir le feu en France. Et j'en ai pas envie, je vous promets que j'en ai pas envie. Mais on sent la colère qui est arrivée à un point, on en a vu d'autres, hein, mais là on sent que la souffrance est quand même extrême. Vous savez, Bertrand Vantaux, les ministres de l'Agriculture passent, les crises restent, mais on sent que vous êtes mobilisés en première ligne. Merci d'avoir été sur Sud Radio. On reste à l'écoute de cet enjeu, bien entendu. Vous êtes ici, chez vous, si vous avez besoin de nous rappeler.